vous avez l'habitude aussi de vous rendre dans les classes depuis plusieurs années, pas forcément au départ pour parler des questions de laïcité, vous allez nous expliquer, mais vous y êtes venu voilà, au fil des années, vous allez nous dire pourquoi. Effectivement, depuis 2008, j'interviens essentiellement en classe en tant que bénévole sur la question de la prévention des discriminations. Et depuis 2015, c'est-à-dire depuis une dizaine d'années, sur la question de la promotion de la laïcité. Bon, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin pour vous expliquer pourquoi est-ce qu'en 2015, j'ai été amené à créer une nouvelle séquence d'animation, tout simplement parce qu'on a été pris en otage par l'action terroriste et que la réaction des collégiens et des lycéens était saisissante, avec des expressions d'un racisme complètement décomplexé, et de l'autre côté, des élèves qui justifiaient tout et n'importe quoi au nom de la religion et d'un respect inconditionnel qu'on devrait à la religion. Et je fais ça essentiellement donc, depuis 2008, avec donc, une casquette de bénévoles appartenant à différentes associations complémentaires de l'enseignement public. Depuis 2015, j'ai à peu près rencontré 15 000 élèves. 15 000 élèves dans absolument tout type d'établissement, sauf le privé. Tout type d'établissement public. C'est pas moi qui m'interdis d'intervenir dans le privé. Est-ce que la question de l'évolution des publics vous intéresse sur la question des discriminations, très brièvement, parce que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, on assiste depuis plusieurs années à une confessionnalisation et à une politisation de la haine. Ce qui n'était pas le cas il y a 15 ans. Il y a 15 ans, on avait affaire à des enfants ignorants, des adolescents ignorants, et le simple fait d'apporter des éléments de connaissance permettait de faire bouger les lignes. Aujourd'hui, on a affaire à des adolescents qui nous disent « Non, mais c'est pas la peine de parler, monsieur, on sait déjà le discours que vous allez tenir, et on est contre parce qu'on ne peut pas se permettre d'être pour, parce que si on serait d'accord avec vous, si on est, eh bien, on se retrouve dans un conflit de loyauté, et ça nous pose problème au nom de ma religion ou de mes options politiques. » Donc, en fonction du territoire où vous intervenez, c'est soit l'un, soit l'autre, soit les deux. Ça, c'est sur la question des discriminations et sur... donc j'ai un recul depuis 2008. Sur la question de la laïcité, mon recul est moindre puisque c'est depuis 2015. Mais déjà en 2015, on assistait à ce que j'appelle la posture pro-croyance, qui n'a cessé de gagner du terrain et de se développer. La posture pro-croyance, c'est, pour le dire dans le langage des jeunes, la religion c'est cool, critiquer la religion c'est pas bien. Pour le dire de manière plus sophistiquée, quand on a 13, 14, 15, 16, 17 ans, aujourd'hui en France, dans la sociabilité juvénile, il est valorisant de revendiquer une identité religieuse clivante. C'est valorisant. C'est d'ailleurs valorisant de s'identifier à une identité clivante, quelle qu'elle soit, pas seulement religieuse. Et donc on assiste à un emballement identitaire religieux, mais qui dépasse largement la question de l'affirmation de l'islam. C'est-à-dire qu'effectivement, ça a été dit dans la table ronde précédente, je constate de plus en plus souvent aujourd'hui en classe des élèves qui vont s'opposer ou qui vont affirmer une opinion au nom de leur appartenance au christianisme ou à une branche du christianisme, ce qui était inconcevable il y a 10 ans. Inconcevable. Et pour quitter le champ purement scolaire, je côtoie les jeunes à travers mon métier. Je ne suis pas enseignant. Quand je vais dans les établissements scolaires, je le fais en tant que bénévole, mais je suis éducateur, enfin pas éducateur, je suis animateur, responsable d'une structure d'animation. Et il m'arrive tous les 2-3 mois de devoir recruter des jeunes pour encadrer des centres aérés. Lors de la dernière équipe d'animation, je me suis retrouvé avec 8 animateurs. Sur 8 animateurs, j'en avais 4 qui arboraient une grosse croix. Et ça, c'était inconcevable il y a ne serait-ce que 5 ans. Donc on a bien un effet d'emballement identitaire, tout azimut, sur les questions religieuses, mais pas seulement. La question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on assiste à cet emballement identitaire, à l'identitarisation de la société française, pas seulement de la société française, mais entre autres de la société française, et plus particulièrement de jeunes générations ? Rapidement, on vit dans un monde anxiogène, et dans un monde anxiogène, la religion pour les nuls, ça rassure. Nous sommes dans une société qui fait preuve d'une vacuité spirituelle, engendrée entre autres, mais pas seulement, par le consumérisme. Consumérisme qui est analysé à travers le prisme d'un argument religieux classique. Le consumérisme, c'est le matérialisme.
Ce qui est totalement faux, en fait. D'un point de vue, il y avait des philosophes tout à l'heure, le matérialisme, d'un point de vue philosophique, n'a rien à voir avec le consumérisme. Mais ça, c'est un argument typiquement religieux. Les sociétés sécularisées sont des sociétés sans spiritualité, ce qui est totalement faux. Vous retrouvez ça, évidemment, ce n'est pas exprimé comme ça, mais dans la bouche des adolescents qui sont en quête de sens. Il faut quand même avouer qu'on n'a pas été très bon et qu'on n'est pas très bon pour leur donner du sens, en dehors de la question des religions pour les nuls. Il y a évidemment la question des réseaux sociaux qui ne fait que privilégier, c'est la logique algorithmique, elle ne fait que privilégier les identités sociales clivantes. Si vous êtes nuancé, si vous avez de multiples appartenances, vous n'avez aucun impact sur les réseaux sociaux. Il y a la question du modèle culturel anglo-saxon qui promeut en permanence, notamment dans la culture de streaming, des plateformes, des séries, le modèle d'une société multicommunautaire apaisée qui n'existe nulle part, notamment pas aux États-Unis. Mais cette culture des séries promeut en permanence ce modèle-là comme s'il fonctionnait. Et puis, ce qu'il faut bien comprendre, pour essayer de comprendre cet emballement identitaire, c'est que les dynamiques identitaires se stimulent réciproquement. Et donc, dans certaines situations qui sont très explicites en classe, vous allez avoir de plus en plus des élèves qui se considèrent comme des porte-étendards communautaires, pas seulement religieux, tout type de communauté, parfois même des communautés qu'on pourrait avoir tendance à minimiser, parce que sur des phénomènes purement culturels qui semblent totalement anodines, mais à travers ces identités-là, ce sont des discours extrêmement caricaturaux, clivants, qui provoquent le conflit entre les élèves, qui se manifestent. Donc, logique de stimulation réciproque qui concerne tout le monde dans la société, mais qui impacte particulièrement les jeunes qui passent énormément de temps sur les réseaux sociaux. Ça, c'est pour des éléments de constat. Mais vous voyez bien que dans ces éléments de constat, j'essaye de promouvoir cette approche. Sur plein de sujets, la société française est interpellée, bousculée par l'identitarisation des relations sociales. Et pour beaucoup de ces situations problématiques, ça dépasse largement la question de la laïcité. En tout cas, de la laïcité d'un point de vue strictement juridique. Après, on peut toujours dire qu'il y a une certaine conception philosophique de la laïcité qui nous permet de retomber sur nos pattes. Mais d'un point de vue strictement juridique, souvent la réponse juridique laïque, elle est indispensable, mais les questions qui nous sont posées par la société dépassent largement ce sujet-là. Très bien. Pardon, non, je vous laisse terminer. Comment est-ce que je procède? Ouais. Bon, alors, lorsque j'interviens sur des séquences pédagogiques qui durent 2 heures pour un groupe classe. Ça m'est déjà arrivé d'intervenir en dehors d'un établissement scolaire, sauf que c'est très rare, parce qu'aujourd'hui, ça c'est le professionnel de l'animation qui vous le dit, dans une structure d'animation, demander à un groupe de jeunes ou demander à leurs animateurs de les mobiliser 2 heures sur quelque chose qui n'est pas de la consommation du ludique, c'est quasiment impossible. Mais pas parce que je pense qu'on manque d'ambition pédagogique, tout simplement. Donc on va dire que l'avantage de l'école, c'est que le public est captif. Bon. Donc 2 heures de cours, un groupe classe. Des techniques d'animation qui sont classiques, pas forcément pour l'école, quoique, mais en tout cas qui sont classiques dans mon monde professionnel. Recours à des petits sondages, des votations, photolangage, mémorie, etc. Bon. Je n'ai pas suffisamment de temps pour entrer dans les détails. Ça serait très intéressant, mais par expérience, généralement, ça n'intéresse pas grand monde de rentrer dans la tambouille, et de mettre la tambouille pédagogique. Bon, alors je vais me contenter de lister les objectifs pédagogiques que je recherche. Le premier, c'est qu'il faut incarner le sujet de la laïcité, avec une actualité tiède. Pas la dernière polémique, parce que sinon ça fait exploser la classe, pas avec quelque chose qui a 20 ans, parce que sinon il faut au moins une demi-heure pour leur expliquer le contexte. Ensuite, il faut dans un premier temps autoriser l'expression des émotions, y compris de l'expression du rejet de la laïcité. Mais évidemment, il faut que ça se fasse de manière canalisée. C'est tout à fait possible. Il y a des techniques d'animation archi-classiques qui permettent de dire aux élèves « j'entends ce que vous dites et en même temps, on ne va pas le dire n'importe comment ». Ensuite,
Vous allez me dire, j'enfonce des portes ouvertes, je vous assure que ce n'est absolument pas le cas. Réintroduire la démonstration laïque dans le contexte historique qu'il a vu naître, et notamment par rapport aux conflits politico-religieux qui ont marqué l'histoire de notre pays, de l'Europe et du monde. Eh bien ça n'est absolument plus à la mode, y compris dans les établissements scolaires. Un jour, j'ai été interpellé par une documentaliste qui me faisait intervenir et qui me dit « Je vous demande d'intervenir sur la laïcité, ça fait une demi-heure que vous parlez de conflits politico-religieux. Je vous confirme, madame, qu'on est en plein dans le sujet. » Mais en fait, ça ne lui convenait pas parce qu'elle était sans doute, ici, il n'y avait pas de conviction très marquée, c'était sans doute une méconnaissance du sujet. Cette enseignante estimait que la laïcité, c'était uniquement quelque chose qui devait produire du vivre ensemble, donc il fallait absolument éviter tout ce qui était conflictuel. Eh bien non, c'est pas comme ça qu'on fait de la pédagogie. Il faut aborder les dimensions conflictuelles et les assumer d'une manière intelligente. Ensuite, très important, sur la question des identités religieuses, il faut absolument essayer de travailler, de remettre en cause cette perception dominante de l'antitativité des identités religieuses. Les élèves, quel que soit leur âge, globalement, ils ont une vision extrêmement caricaturale des identités religieuses. Et donc, il faut leur apprendre à remettre de la nuance là-dedans. Très régulièrement, je suis confronté à des élèves qui me disent « La religion dit que… » Mais de quelle religion tu parles? Comme si toutes les religions disaient la même chose. Ah, telle religion dit que… Ah bon, parce que dans cette religion, ils pensent tous la même chose. Eh bien, évidemment, monsieur. Ben, évidemment que non. Évidemment que non. D'ailleurs, pendant très longtemps et encore aujourd'hui, non seulement ils sont en désaccord, mais parfois ils s'entretuent sur ces désaccords. Il faut croire que ce n'est pas aussi simple que ça. Vous voyez, c'est remettre en cause la question de l'antitativité. Une autre chose, c'est qu'à partir du moment où on fait ça sur la question de la croyance, il faut évidemment, de manière systématique, insistante, aborder la question de la non-croyance, qui est très rarement abordée. C'est pour moi une rupture majeure de la neutralité de l'enseignement aujourd'hui. Systématiquement, sous couvert de laïcité, on oublie les non-croyants qui représentent juste une majorité de la population française. Et ça donne des conséquences. C'est-à-dire que si vous oubliez ça, les élèves finissent par retenir que la laïcité, en fait, ça ressemble beaucoup à l'œcuménisme. Eh bien non. Je termine, rafraîchir la question des connaissances sur la loi, mais là je suis assez concordant avec ce qui se disait précédemment. Le b.a.-ba de la loi de 1905 et de 2004, les élèves la connaissent. Le problème, ce n'est pas qu'ils ne la connaissent pas, c'est qu'ils sont en désaccord. Voilà sur mes techniques.